Alors, je ne vous présenterai pas de carte archéenne, parce qu'on ne sait pas, en gros. On va dire les choses comme elles sont. On n'a pas de carte paléogéographique archéenne, on ne connaît pas la position respective de ces cratons. En revanche, la première carte paléogéographique que j'ai trouvée, c'est celle-ci. Elle est à peu près à la transition archéen-protérozoïque. On pense, alors vous voyez, je suis très prudent, hein, qu'à cette époque-là, donc il y a à peu près 2,5 milliards d'années, s'est formé un premier supercontinent. Alors on appelle un supercontinent une masse continentale qui regrouperait 75% des terres émergées. Hein. Donc ça ne veut pas dire qu'un supercontinent va regrouper toutes les terres émergées, mais au moins 75%. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait 75% qui aient été identifiés ici. Avec une masse continentale majeure qu'on a appelée Laurentia, qui comprend donc le nord de l'Amérique du Nord, vous reconnaissez ici le Groenland, qui serait peut-être associé au craton Baltica, vous reconnaissez ici les pays scandinaves. Et donc voilà une première carte possible, il y a 2,5 milliards d'années, avec un premier continent qu'on appelle Kenorland. Alors Kenorland, ça vient du nom d'une orogénèse qu'on appelle l'orogénèse kénoréenne, hein, qui affecte les cratons d'Amérique du Nord. Alors, comment on reconstitue la paléogéographie dans des périodes aussi anciennes? Kenorland est indiqué ici à 2,5 milliards d'années. Donc je vous disais à la transition archéen-protérozoïque. Pour identifier la formation d'un supercontinent, il faut dater les orogénèses. Parce qu'en effet, les continents se soudent à l'occasion d'orogénèses. Et donc, pour dater des orogénèses, ce n'est pas très compliqué quand on fait de la pétrologie. On va dater les magmas qui se mettent en place, les plutons granitiques qui se mettent en place, ou granitoïdiques, qui se mettent en place à l'occasion des orogènes. Et il y a une deuxième chose qui est importante quand on veut faire de la paléogéographie, c'est d'identifier le moment où deux continents vont se séparer. Donc pour savoir quand est-ce qu'ils deviennent coalescents, on va dater le magmatisme, on peut aussi dater le métamorphisme, puisque en général, lorsqu'il se forme une orogénèse, il y a du métamorphisme associé. Mais ce qui est important aussi, c'est de dater le moment où les continents vont se séparés. Alors, comment on fait? Bien, quand deux continents se séparent, vous le savez, il y a un rift. Quand il y a un rifting, il y a du volcanisme. Et donc, les magmas vont monter et vont se mettre en place par l'intermédiaire de ce qu'on appelle des dikes. Alors, évidemment, tous les produits volcaniques qui sont mis en place à l'archéen ou au protérozoïque, ils ont été érodés, on ne les retrouve plus. En revanche, ce qu'on peut retrouver sur les cratons, ce sont les dikes, puisque eux, ils sont en profondeur. Et ces dikes, on va pouvoir les dater par des méthodes géochronologiques isotopiques. Et donc, si on date ces dikes, et qu'on trouve par exemple sur un craton A un dike à 2,4 milliards d'années, et sur un craton B des dikes à 2,4 milliards d'années, on va en déduire que ces deux continents étaient soudés avant 2,4 milliards d'années, et que vers 2,4 milliards d'années, ces dikes vont se séparer. Alors, si on s'amuse à faire ça sur des périodes récentes, ici vous avez, alors c'est vachement facile sur les périodes récentes parce qu'on connaît les masses continentales. Alors ici, quand je dis récente, on est dans le phanérozoïque, 300 millions d'années jusqu'à aujourd'hui. Vous avez par exemple, vers 200 millions d'années, des dikes qu'on connaît en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe et sur l'ensemble Afrique, plaque arabe. Ça veut dire qu'avant 200 millions d'années, ces continents, ils étaient soudés. Et qu'il y a 200 millions d'années, il y a eu des mécanismes de rifting. Et on sait qu'effectivement, à ce moment-là, s'est mis en place ce qu'on appelle la CAMP, c'est-à-dire la Central Atlantic Magmatic Province. C'est-à-dire qu'on a eu un magmatisme considérable, ce que les Anglais appellent les LIP, les Large Igneous Province. Et donc on a eu la CAMP qui s'est mise en place et qui est à l'origine donc de la formation de l'Atlantique central. Et donc on a des dikes en Afrique, on a des dikes en Amérique du Nord, on a des dikes en Amérique du Sud.
On a des dikes en Europe, et donc on peut, si on ne savait pas par ailleurs que ces continents s'étaient séparés, mais là on a les faunes, on a tout un tas de paléomagnétisme, etc., donc on a plein d'informations, mais si on utilise uniquement les dikes, on arrive à la même conclusion. Autre exemple, qui est assez joli, hein, ici les dikes en Amérique du Sud et en Afrique, Arabie, eh bien ça correspond ici, on est dans le Valangénien, donc à 130 millions d'années. On a les dikes du Paraná et Tendeka, le Paraná donc en Amérique du Sud, au Brésil, les Tendeka en Namibie, en Afrique, et donc on retrouve ces dikes, et on sait très bien qu'à cette époque-là, à 130 millions d'années, c'est le moment où s'est ouvert l'Atlantique Sud. Donc ça marche, mais c'est plus compliqué dans le précambrien parce qu'il y a beaucoup plus de blocs, il y a beaucoup plus de cratons. Mais vous voyez que sur des cratons, on peut identifier des périodes où les dikes étaient identiques. Donc c'est une méthode un petit peu de type code barre qui permet d'identifier le moment où les cratons vont se séparer. Et en datant donc les orogénèses par le magmatisme et le métamorphisme, on va savoir à quel moment les cratons vont se réunir. Là-dessus, je vous rajoutez quelques données paléomagnétiques qui permettent d'avoir une idée en la position des continents. Et vous aboutissez à un certain nombre de reconstitutions, comme celle-ci, qui est la reconstitution d'un supercontinent qu'on appelle Columbia. Certains l'appellent Nuna, N-U-N-A, qui résulte de la coalescence d'un certain nombre de cratons qui se seraient produites autour de 1,8 milliard d'années. Donc Kenorland a éclaté. On le sait par rapport aux dikes qui ont été datés. Les continents se sont promenés un petit peu sur notre planète et ils se sont réunis à l'occasion d'un certain nombre d'orogenèses. Alors elles n'ont pas été toutes simultanées, bien sûr. Hein. Ces orogènes, ils s'étalent en gros sur 300 millions d'années. Hein. Et ça s'est produit pendant précisément ce qu'on appelle l'Eurosyrien, dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc pendant cette période, on a formé ce supercontinent qu'on a donc appelé Columbia. Ce qui est représenté ici, vous le savez, c'est ce qu'on appelle un cycle de Wilson. Donc vous avez un cycle de Wilson qui est représenté ici en fonction donc, des connaissances que l'on a pu avoir sur ces reconstitutions paléogéographiques. Alors si on monte dans des périodes un petit peu plus récentes, voici quelques représentation paléogéographique, mais alors là on est je ne vais pas dire du jardinage, mais presque. On est à moins 1 milliard d'années. On est donc dans des périodes où vous imaginez bien que Columbia a éclaté. Les continents donc ont dérivé. Il y a eu bien sûr un certain nombre d'orogenèses là-dedans. Et ces continents en dérivant, eh bien, un jour ou l'autre, eh bien, vont se réunir pour former un autre supercontinent très important ici qu'on appelle la Rodinia. La Rodinia donc qui est située grosso modo, pour faire simple, autour de moins 1 milliard d'années. Donc vous avez ce continent Rodinia qui caractérise donc le néoprotérozoïque qui va se mettre en place. Et naturellement, la suite de l'histoire, bien vous la connaissez, ce supercontinent va forcément éclater. Des rifts vont apparaître, des dorsales océaniques vont se développer, et par la suite, eh bien, les masses continentales vont diverger pour se réunir en partie au passage précambrien-cambrien. Ici, vous êtes à la base du Cambrien, par la formation de ce qu'on appelle le Gondwana, et là, vous êtes dans des choses qui vous sont tout à fait familières. Ce Gondwana qui, lors de l'orogénèse hercynienne, va entrer en collision avec ce qu'on pourrait appeler le continent nord-atlantique pour former la Pangée. Et donc, vous avez un certain nombre de cycles comme ça, de Wilson, qui ont pu être identifiés dans le précambrien grâce à ces méthodes qui sont fondamentalement basées sur de la pétro-magmatique, sur de la pétro-métamorphique, et qui permettent donc de reconstituer donc cette évolution paléogéographique. Pour terminer cet aspect, il y a un point qui est très important, c'est que cette évolution paléogéographique, cette évolution des orogènes, elle se marque dans le style tectonique. Vous avez ici
Le schéma correspondant à ce qu'on a appelé tout à l'heure la sac-duction et qui caractérise l'archéen, avec les comatites en noir qui sont superposés au TTG. Vous avez ici à l'autre bout quelque chose de très récent, vous reconnaissez les Alpes avec cette tectonique, cette fois-ci non plus verticale mais tangentielle, avec le développement de grands chevauchements et de nappes de charriage. Donc ça, ce sont des orogènes qui sont récents. Et entre deux, on s'aperçoit que l'on a des intermédiaires. Certains, ici par exemple sur une étude qui a été réalisée en Finlande, certains parlent d'orogènes ultra chauds où on a une dominance de déformation verticale et des orogènes qui sont situés, vous voyez ici, vers moins 2 milliards d'années, avec un début de tectonique tangentielle qui se met en place. Donc on va passer finalement d'un style tectonique de type tectonique verticale, progressivement, là aussi en fonction du refroidissement de la planète et en fonction de l'évolution rhéologique de la lithosphère, à quelque chose qui va maintenant être davantage tangentiel. Donc pour résumer, vous avez ici les différents cycles de Wilson qui ont été reportés, avec les principaux événements, formation de Kenorland, formation de Columbia, formation de Rodinia, et puis ici, on monte dans le Phalérozoïque, ici on aurait la formation de la Pangée. Une des questions importante qui est fortement débattue dans la littérature relative au précambrien et à l'archéen, c'est finalement quand sont apparus les mécanismes de la tectonique des plaques. Ici on a la sac-duction dans l'archéen, là on a de la tectonique des plaques, et vous voyez qu'on a une zone d'incertitude ici, qui fait quand même quelques centaines de millions d'années, où on ne sait pas si on a affaire vraiment à de la sac-duction ou de la tectonique des plaques qui s'est mise en place. Il est vraisemblable que en fait, la tectonique des plaques ne s'est pas mise en place partout en même temps. C'est-à-dire qu'on a pu avoir coexistence éventuellement des deux mécanismes. C'est extrêmement vraisemblable. Il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est que je vous ai dit tout à l'heure que les TTG et les comatites disparaissent très brutalement à la transition archéen-protérozoïque, alors qu'on aurait pu s'attendre à une disparition progressive en fonction du refroidissement. Et certains y voient en fait le fait que, à cette transition-là, la tectonique des plaques s'est généralisée. Pourquoi? Parce que si vous faites de la tectonique des plaques, vous introduisez dans le manteau chaud une plaque froide, et donc vous accélérez le refroidissement de la planète. Et donc cette chute brutale des TTG et des comatites, certains l'expliquent par un refroidissement accéléré de la planète, qui serait la conséquence de la mise en place de cette tectonique des plaques. Mais c'est bien sûr des sujets qui sont extrêmement débattus. Oui, juste pour conclure ici, quand on examine les zircons dans les roches, on s'aperçoit qu'on a une fréquence plus importante des zircons correspondant aux formations des supercontinents, puisque ces zircons se forment à l'occasion du magmatisme associé aux orogenèses. J'en arrive à la quatrième partie qui est relative donc aux roches et bassins sédimentaires. Alors quand on parle de roches archéennes, on pense souvent en termes de roches sédimentaires aux bifs. Les bifs, donc, qui signifient Banded Iron Formation, mais qui en français s'appellent les minerais de fer rubanés. Ces minerais de fer rubanés sont caractéristiques de l'archéen. On les trouve essentiellement à l'archéen, sous forme d'étendues très importantes. Ici, c'est une photo du mont Bruce, qui est en Australie occidentale, sur le craton de Pilbara. C'est la zone où l'extension des bifs est la plus importante. On les trouve sur à peu près 100 000 km². Sachant que c'est une surface minimale, puisque ces bifs ont été bien sûr érodés. Donc ces bifs sont très répandus, on en trouve en Australie, on en trouve en Amérique du Sud, j'en ai ramené quelques échantillons là. On en trouve en Afrique du Sud, on en trouve au Canada. Et ces bifs, bien sûr, ont fait l'objet de très nombreuses études, parce que eh bien, c'est le principal minerai de fer. Quand vous achetez une nouvelle bagnole, en fait, votre bagnole a le 2,5 milliards d'années minimum. Donc,
C'est le principal minerai de fer. Vous avez ici donc une des plus grandes mines à ciel ouvert au monde, hein, qui est située près de Tom Price en Australie, qui exploite très très activement ces bifs. Alors bien sûr, la question a été de savoir comment se sont formées ces roches qui sont constituées ici de minéraux ferrifères, qui peuvent être extrêmement variés. Vous avez des oxydes de fer, vous avez des carbonates de fer, vous avez de l'hématite, vous avez de la magnétite, etc. En plus, ces roches ont subi souvent un métamorphisme, hein, dans des faciès schiste vert, qui fait qu'on a une diversité minéralogique du point de vue des minéraux ferrifères dans ces bifs, et ces niveaux riches en fer alternent avec des couches plus claires. Bifs, je suis très inquiet. Dans les bifs, on observe une anomalie en europium. Ici, vous avez les terres rares. Et on trouve dans les bifs une anomalie en europium. Et il se trouve que les fluides qui émanent des évents hydrothermaux sont enrichis en europium. Par conséquent, on pense aujourd'hui qu'une bonne partie du fer constituant ces bifs a une origine hydrothermale et proviendrait donc des évents qui se développaient au niveau des dorsales océaniques. Ça tombe bien, on suppose qu'il y avait énormément de dorsales océaniques à l'Archéen et que donc il y avait certainement des circulations hydrothermales beaucoup plus intenses que celles que l'on peut trouver actuellement. Et ce fer serait donc d'origine hydrothermale. Et puis comme toujours, quand il y a deux hypothèses, il y en a une troisième qui combine des apports fluviaux avec les apports depuis des panaches hydrothermaux. C'est quelque chose qui a été publié relativement récemment, ici en 2015. Toujours est-il que ces bifs ont formé des accumulations très importantes dans les océans, par oxydation donc de ce fer. Un tout petit mot sur la silice, puisque ces bifs sont constitués aussi de silice. Vous savez qu'actuellement, la silice présente dans les roches sédimentaires a essentiellement une origine biogène. C'est-à-dire que ça vient généralement des radiolaires, des diatomées, des spicules d'éponge. Évidemment, à cette époque-là, on ne parle pas de radiolaires, on ne parle pas de diatomées, on ne parle pas d'éponge. Ça n'existait pas. Par conséquent, c'est une silice qui est vraisemblablement précipitée de manière complètement abiotique. Hein. Il y avait un cycle de la silice complètement différent, et c'est une silice qui probablement provenait de l'érosion des domaines continentaux, et qui, à l'occasion de l'hydrolyse des silicates, et qui permettait donc d'avoir des quantités importantes de silice dans l'océan. Alors, autre roche caractéristique du précambrien, ce sont les stromatolites. Donc les stromatolites, donc ces bioconstructions carbonatées. Alors là aussi, hein, c'est un peu comme en paléontologie humaine, chacun veut trouver son plus vieux stromatolite. On en était il y a quelques années ici à 3,43 milliards d'années. On est toujours en Australie occidentale, hein. C'est vraiment une zone extraordinaire, donc du point de vue de l'étude du précambrien. Et donc on était ici à 3,43 milliards d'années. Récemment, il y a eu des articles qui sont sortis, parce que grâce au réchauffement climatique, bien la calotte groenlandaise est en train de fondre, et que ce qu'il y a sous la calotte, c'est du précambrien, et on a trouvé des structures qui ressemblent à des stromatolites qui auraient 3,7 milliards d'années. Donc ça a été publié en 2017. À chaque fois qu'on publie des choses sur des structures bioconstruites, ou encore pire sur ce qu'on pense être des organismes dans ces périodes aussi anciennes, il y a toujours des controverses qui se mettent en place. Parce que, comme dirait un certain nombre de collègues, démontrer le caractère organique d'un certain nombre de structures, c'est pas quelque chose de trivial. C'est quelque chose qui est assez compliqué. Toujours est-il que ces structures sont assez convaincantes. Alors ici, ça c'est un stromatolite tout jeune, de 150 millions d'années, du Jurassique supérieur, du nord de la France. Vous retrouvez donc ces structures laminées, hein, caractéristiques de ces organismes. Et ici, vous avez un stromatolite, qui est une photo qui m'a été prêtée par Christophe Tomaso, qui vous montre donc ces structures qui ressemblent avec ces laminations concentriques qui traduisent donc la bioprécipitation du carbonate, lié donc à l'activité d'un certain nombre de cyanobactéries par exemple. Donc vous avez ces stromatolites, donc celui-ci doit avoir à peu près 2,75 milliards d'années, qui sont tout à fait comparables à ce qu'on observe actuellement. Donc ces stromatolites,
En voilà d'autres. Donc ceux qui sont à 3,43 milliards d'années, vous retrouvez ici donc ces structures laminées. Alors il faut faire très attention parce que vous pouvez trouver des roches sédimentaires laminées qui n'ont rien à voir avec des stromatolites. Donc d'où les controverses qui peuvent parfois être déclenchées à propos de ces articles. Alors ces stromatolites sont pas très répandus dans l'Archéen. On en connaît, mais on n'en connaît pas énormément. Voici un autre exemple canadien ici, avec une reconstitution de l'environnement où devaient se développer ces dômes stromatolithiques. Donc on les situe ici en bordure de plateforme carbonatée, avec une plateforme interne avec des sédiments plus fins, et puis finalement ces stromatolites qui jouaient un petit peu, on ne peut pas parler de récif, mais en tout cas qui formaient une espèce de barrière entre la plateforme interne et un domaine océanique plus ouvert, dans lequel pouvaient se déposer par exemple les bifs dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, les stromatolites, en revanche, c'est quelque chose qui est extrêmement répandu au cours du Protérozoïque. Au cours du Protérozoïque, on a une augmentation très importante de la proportion de stromatolites. Alors il faut faire attention, là aussi il y a un biais qui est lié à la préservation. Plus on va dans l'ancien et moins bien c'est préservé. Mais on s'aperçoit donc que quand on travaille dans les terrains protérozoïques, on a fréquemment, donc on tombe sur des stromatolites. Mais vous voyez qu'ils chutent énormément à la fin du Protérozoïque. Et l'interprétation c'est que, eh bien, il y a eu une pression liée à la prédation, puisque les organismes des métazoaires sont apparus dans cette période-là, et que évidemment ils vont brouter en quelque sorte ces stromatolites, et ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, les stromatolites ne sont pas très répandus. Vous avez ici une image que vous connaissez certainement tous, des stromatolites de Shark Bay, qui est le principal site où l'on peut observer donc des stromatolites actuels, et qui finalement nous donne une certaine image de ce que devait être l'environnement de la Terre primitive sur les côtes précambriennes, avec ces développements de dômes stromatolitiques, ici donc à Shark Bay, dans un environnement qui est un environnement légèrement hypersalin, puisque Shark Bay est une baie très profonde, où l'environnement est légèrement hypersalin. Alors les bassins sédimentaires précambriens, je dirais, à part ces caractéristiques avec les bifs et puis les stromatolites, dans le précambrien, on va pouvoir aussi trouver des sédiments tout à fait banals. J'ai mis ici une série de photos qui ont été prises dans des terrains précambriens, sédimentaires précambriens, puis ici des photos qui ont été prises dans du Jurassique supérieur. Vous avez ici des rites de houle, tout à fait comparables, l'hydrodynamisme qui est peut-être un petit peu différent, mais pas très différent. Vous avez ici des ring bones, c'est-à-dire des laminations bidirectionnelles qui traduisent tout simplement les effets d'un courant de jusant et d'un courant de flot, courant de flot, courant de jusant, donc l'influence de la marée. Et puis ici, vous avez ce qu'on appelle des HCS, des Humoki Cross Stratification, qui sont des dépôts sédimentaires caractéristiques des tempêtes. Donc on retrouve dans le précambrien des choses tout à fait comparables à ce qu'on peut observer dans le Phanérozoïque. Alors il y a des sédiments quand même qui sont très intéressants dans le précambrien. C'est ce qu'on appelle les rythmites tidales, c'est-à-dire les sédiments qui sont accumulés sous l'influence de la marée, et en particulier sous l'influence des rythmes mortes-eaux, vives-eaux. Vous savez que ces cycles mortes-eaux, vives-eaux actuellement durent 14 jours. C'est lié donc à la rotation de la Lune et la position de la Lune, de la Terre et du Soleil, soit en conjonction, soit en quadrature, soit en opposition. Et donc ces cycles tidaux peuvent s'enregistrer sous forme de laminations qui vont présenter une épaisseur importante en vives eaux, et puis une épaisseur plus faible en mortes eaux, comme ceci, c'est schématisé ici. Donc ce sont des choses qu'on observe par exemple dans la baie du Mont-Saint-Michel actuellement. Ça c'est la baie du Mont-Saint-Michel. Si vous allez avec votre pelle dans la baie du Mont-Saint-Michel et que vous creusez sur l'estran, vous allez observer ces rythmites tidales, enfin pas partout, il faut connaître un petit peu, mais vous allez avoir ces rythmites tidales bien préservées. Et ça, bien, c'est des rythmites tidales qui sont d'âge cryogénien, c'est-à-dire qu'on est dans le néoprotérozoïque. Et ça c'est assez intéressant parce que quand on étudie très finement ces rythmites tidales, eh bien, on peut reconstituer la durée du jour, le nombre de jours dans l'année, en liaison donc avec ces paramètres astronomiques. Et quand on travaille par exemple sur la formation Elatina,
qui est donc d'âge cryogénien. On s'aperçoit que la durée du jour à cette époque-là, donc on est à peu près à 650 millions d'années, donc à la fin du Protérozoïque, eh bien la durée du jour devait être d'à peu près 22 heures. Et le nombre de jours dans l'année, ici, était à peu près de 400. C'est lié au fait, tout simplement aussi, que la Terre tournait plus vite, et vous savez que la vitesse de rotation de la Terre diminue, en liaison précisément avec les frottements liés aux marées. Et donc, on peut reconstituer cette durée du jour, le nombre de jours dans l'année, durant ces périodes très reculées. Ça a été tenté sur des bifs qui ont à peu près 2,5 milliards d'années. Et là, vous voyez que la durée du jour, on l'estime à 17 heures, et le nombre de jours dans l'année à peu près 500, plus ou moins une trentaine. Mais en tout cas, on parvient. Alors, il n'y a pas beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus, mais c'est assez intéressant de reconstituer cette évolution des paramètres terrestres au précambrien. Vous voyez que donc le précambrien devait être un environnement très différent de celui que l'on connaît actuellement. La durée du jour n'était pas la même, le nombre de jours dans l'année n'était pas la même. La température de la Terre était beaucoup plus importante, etc. Donc, grande différence. Je reviens sur ce schéma, mais pour vous montrer que les bifs ont considérablement chuté, donc au Protérozoïque, qui sont vraiment caractéristiques de l'Archéen. Et pour vous montrer également que les carbonates ont considérablement augmenté. On connaît quelques stromatolites dans l'Archéen, je vous en ai parlé tout à l'heure. Ils ont augmenté considérablement au Protérozoïque et encore plus dans les périodes plus récentes. J'en arrive à la cinquième partie qui est relative donc aux enveloppes fluides. La question qu'on s'est posée, c'est la température de l'océan. Alors c'est un document qui est relativement ancien, 2008 je crois, une compilation des données de Delta O18 qui est extrêmement critiquable. On peut faire ça dans des périodes récentes, dans des périodes anciennes c'est beaucoup plus risqué. Mais ce diagramme a le mérite de montrer que on a une tendance au refroidissement, avec un refroidissement plus marqué vers 2,5 milliards d'années. Ça tombe bien, c'est un moment où on sait qu'il y a une glaciation, par ailleurs. Donc ça donne un peu de crédibilité à ce document. Et plus récemment, c'est quelque chose qui a été publié par François Robert et Chaussidon, là, plus récemment, ils ont étudié le delta 30 SI sur des bifs, et ils parviennent à la même conclusion, c'est-à-dire que la température des océans au cours du temps aurait diminué. Avec des océans qui, à l'Archéen, vous le voyez, ils suggèrent que la température était de l'ordre de 70 degrés. Des études plus récentes encore, d'une élève de François Robert et de Marc Chaussidon, suggèrent que les seules données fiables qu'on ait sur la température de l'océan à ces périodes-là seraient plutôt des températures comprises entre 35 et 40 degrés. Mais un océan quand même chaud, mais pas si chaud que ça finalement. Donc ça c'est une différence importante également. On s'est posé la question de la salinité de l'océan. Là les gens sont davantage d'accord. La salinité de l'océan vraisemblablement était beaucoup plus élevée qu'actuellement. On l'estime à 1,6 fois ou 2 fois supérieur. Donc ça fait à peu près 56 à 70 pour 1000. Pourquoi on considère qu'elle était plus élevée? Parce que, en fait, à cette époque-là, il n'y avait pas de dépôt d'évaporites. Or, dans le Phanérozoïque, on a beaucoup de dépôts d'évaporites, et plus il y a de dépôts d'évaporites, plus vous soustrayez le sel à l'océan. Et comme là, il n'y avait pas de dépôt d'évaporites, sachant que peut-être ils n'ont pas été préservés, certains émettent l'hypothèse que la salinité de l'océan était plus élevée qu'actuellement, avec bien sûr des conséquences sur la densité de l'eau de mer, qui est un phénomène majeur, puisque ça génère toute la circulation thermohaline. On n'en est pas reconstitué avec la circulation thermohaline au précambrien, loin de là. Autre caractère différent de l'océan précambrien par rapport à l'actuel, c'est la teneur en sulfate. Actuellement, il y a pas mal de sulfate dans l'océan, dans l'eau de mer, puisque quand vous faites évaporer de l'eau de mer, vous formez un peu de carbonate, puis après vous formez un peu de gypse. Donc il y a pas mal de sulfate. Pourquoi il y a des sulfates? Bien tout simplement parce que
ces sulfates proviennent des apports fluviaux et que ces sulfates proviennent de l'oxydation des sulfures qui sont sur les continents. Et à l'Archéen, comme il n'y avait pas d'oxygène dans l'atmosphère, je vais y venir, les sulfures ne pouvaient pas être oxydés, et donc on ne formait pas de sulfate. Et donc les sulfates les teneurs en sulfate étaient beaucoup plus faibles dans l'océan précambrien. On était proche de zéro en fait, ce qui a entraîné des différences dans les mécanismes, par exemple, de sulfatoréduction. Vous savez que la sulfatoréduction au fond des océans, c'est un mécanisme diagénétique absolument majeur. Mais à l'Archéen, comme il n'y avait pas de sulfate, il ne pouvait pas y avoir de sulfatoréduction. Ce qui probablement favorisait la méthanogenèse. Et la méthanogenèse, donc la formation de méthane dans les premiers mètres de sédiments océaniques, c'est quelque chose d'important parce que ce méthane pouvait se libérer dans l'atmosphère et générer un effet de serre important. Vous savez que le méthane est un gaz à effet de serre extrêmement puissant. Alors ceci m'amène au climat, avec là encore les climats du précambrien, une différence majeure. Vous connaissez peut-être ce diagramme, qui vous montre l'évolution de l'irradiance solaire depuis la formation de notre système solaire jusqu'à aujourd'hui, et puis jusque dans 10 milliards d'années, enfin dans 5,5 milliards d'années, évidemment. Et cette image, elle illustre ce qu'on appelle le paradoxe du Soleil jeune, c'est que la Terre recevait une énergie solaire beaucoup plus faible qu'actuellement. Vous savez que la constante solaire actuellement, c'est 1364 watts par mètre carré au sommet de l'atmosphère. Si vous faites un petit calcul rapide, au précambrien, c'était 1000 watts par mètre carré. Donc une différence considérable. Si on était dans ces conditions en termes d'énergie solaire actuellement, la Terre serait complètement gelée. Et ce qui se passe, c'est que la Terre, au précambrien, n'était pas gelée. D'autant que je vous ai dit tout à l'heure que les océans devaient être à des températures de 35 à 40 degrés. La Terre n'était pas gelée. On connaît des périodes glaciaires, je vais y venir, mais globalement, sur toute la durée du précambrien, ces épisodes glaciaires sont restreints dans le temps. On n'avait pas une Terre gelée. Et donc, la seule solution qu'on ait pour expliquer ça, c'est que la faiblesse du Soleil devait être compensée par un effet de serre considérable. Donc la pression de CO2, la pression de méthane dans l'atmosphère devait être très importante. C'est une contrainte imposée par les faits géologiques. L'effet de serre devait être important. C'est ce qu'on a donc appelé le paradoxe du Soleil jeune, peu puissant, mais qui pour autant n'a pas entraîné une glaciation globale de la planète. En termes de climat, bien sûr, et d'atmosphère, le phénomène majeur, l'événement majeur qui a marqué l'évolution de notre atmosphère, c'est l'augmentation de la pression d'oxygène qui s'est produite vers 2,5 milliards d'années, c'est-à-dire la transition archéen-protérozoïque, avec ce que l'on a appelé donc le grand événement d'oxydation. Donc ici vous avez la pression de O2 en PAL. PAL, ça veut dire Present Atmospheric Level. Donc vous avez un PAL pour la pression actuelle et des valeurs beaucoup plus faibles, bien sûr, pour les périodes beaucoup plus anciennes. La question que beaucoup de gens se posent, c'est est-ce que cet événement a été brutal ? Est-ce qu'il a été progressif ? Est-ce qu'on a eu des bouffées d'oxygène avant ce grand événement d'oxydation ? Il y a beaucoup de recherches qui s'opèrent actuellement là-dessus. Toujours est-il que si on regarde de manière un petit peu plus précise cet intervalle entre moins 2,5 et moins 2, on s'aperçoit qu'il y a un changement absolument majeur d'un certain nombre de choses. Les bifs vont disparaître, quasiment. On va voir apparaître des couches rouges continentales, c'est-à-dire les couches rouges, c'est là où il y a de l'hématite. Donc ça veut dire que s'il y a de l'hématite, le fer a été oxydé. Avant ça, on pouvait trouver de la pyrite détritique. Ça, c'est un truc que vous ne pourrez jamais trouver, de la pyrite détritique. La pyrite, elle s'oxyde dans l'atmosphère, et donc ce changement ici montre que l'oxygène est passé dans l'atmosphère. On va trouver des sulfates. Il faut bien de l'oxygène pour avoir des sulfates. Je vous ai dit tout à l'heure qu'ils provenaient de l'altération de la pyrite. Et puis on va avoir des événements géologiques majeurs comme des glaciations.
à ce moment-là. La Terre va passer dans un système glaciaire, un système qu'on appelle Ice House. Et puis on s'aperçoit également que c'est au cours de cette période que l'on va avoir un événement au niveau du delta C13, ce qu'on a appelé l'événement Lomagundi-Jatuli, qui est un événement sur lequel je reviendrai, qui est absolument majeur en termes de cycle du carbone à partir de ce moment-là. Et puis on va avoir également quelque chose d'un petit peu plus compliqué, je ne rentrerai pas dans le détail là-dessus, c'est ce qu'on appelle le passage d'une période où on a des fractionnements isotopiques indépendants de la masse à l'archéen à des fractionnements isotopiques dépendants de la masse. C'est quelque chose d'assez récent qui a été mis en évidence par James Farquhar au début des années 2000. Actuellement, on a un système où on a un fractionnement qui est dépendant de la masse. Fractionnement isotopique dépendant de la masse. Par exemple, lorsque une plante fait sa photosynthèse, elle va intégrer du C12, plus référentiellement au C13, donc c'est complètement dépendant de la masse. Mais en fait, on s'est aperçu, en utilisant un paramètre ici qu'on appelle le capital 33S, donc on travaille sur les isotopes du soufre. Donc vous avez ici la formule de ce capital 33S, donc ce sont des spécialistes des isotopes du soufre, ont montré que actuellement donc on a cette valeur qui doit être nulle, et qui est nulle, sur tout l'archéen, mais qu'avant ça, eh bien, cette valeur était différente. Et ça veut dire qu'il y a un fractionnement indépendant de la masse, et ce fractionnement indépendant de la masse, on le connaît dans des réactions de type photochimique. Les chimistes connaissent bien ça. Dans des réactions photochimiques, ils mettent en évidence ce type particulier de fractionnement. Et ce fractionnement indépendant de la masse, ici, affectait le SO2 de l'atmosphère, dont l'origine était vraisemblablement volcanique. Ce SO2 subissait un fractionnement indépendant de la masse, et pour ça, il faut donc une réaction photochimique sous l'influence d'UV. Et ça veut dire que la couche d'ozone n'existait pas. Et elle n'existait pas pourquoi? Eh bien parce qu'il n'y avait pas d'oxygène dans l'atmosphère. Et donc c'est une méthode assez indirecte, et il faut bien le dire un petit peu pointue, pour montrer que là, il n'y avait pas d'ozone, et donc il n'y avait pas d'oxygène dans l'atmosphère, et puis qu'à partir de là, eh bien, l'oxygène est apparu dans l'atmosphère. Alors on le savait déjà, parce que d'un côté on trouvait de la pyrite ici, et puis là on trouvait de l'hématite, mais ça vient confirmer par une méthode très alambiquée, le fait que l'oxygène est passé dans l'atmosphère. Et donc toute la discussion qui s'opère actuellement, et on a un spécialiste ici au laboratoire à Biogéosciences, Christophe Tomaso travaille là-dessus, sur les isotopes du soufre, dans ces périodes-là. Toute la question est de savoir si ça a été lent, si ça a été progressif, est-ce qu'il y a eu plusieurs étapes, quelles ont été les conséquences de ce passage à un système oxygéné. Toujours est-il que ce grand événement d'oxydation, c'est vraiment un changement, mais absolument majeur, qui s'est produit sur notre planète à la transition archéen-protérozoïque. Changement majeur qui vient accompagner les changements géodynamiques dont je vous parlais tout à l'heure et qui se produisent quasiment à la même période. Alors l'événement Lomagundi-Jatuli, ici, c'est un événement, donc une anomalie positive en delta C13 qui suit le grand événement d'oxydation. Et cet événement, il est absolument colossal. On estime sa durée à 100 millions d'années. Et l'anomalie isotopique, elle atteint 10 pour 1000. C'est quelque chose qu'on ne retrouve plus ensuite dans le phanérozoïque. Le cycle du carbone ne peut pas être autant perturbé. C'est impossible. Pour avoir une telle perturbation, on suppose qu'il s'est produit une accumulation de matière organique pendant cette période-là, qui a suivi le grand événement d'oxydation. Pourquoi? Eh bien parce que quand vous oxygénez l'atmosphère, vous altérez la pyrite, vous acidifiez les eaux, vous solubilisez l'apatite c'est un phosphate, et donc vous libérez du phosphore dans les océans, et vous savez que les organismes, pour se développer, ils ont besoin de phosphore, et donc vous allez augmenter la productivité, vous allez préserver de la matière organique, et vous allez obtenir donc une excursion positive du delta C13. Donc c'est le scénario qui, actuellement, est retenu pour expliquer donc cette anomalie positive qui, vous le voyez, serait une conséquence de l'oxygénation de l'atmosphère. Donc plein de conséquences de cette oxygénation de l'atmosphère, et une des conséquences possibles, c'est la formation de glace. Pourquoi? Eh bien parce que vous savez que lorsque on fait passer l'oxygène dans l'atmosphère, cette atmosphère qui contenait pas mal de méthane, je vous l'ai dit tout à l'heure, le méthane va s'oxyder, et donc vous allez faire chuter l'effet de serre de manière considérable, et si vous faites chuter votre effet de serre, eh bien vous allez englacer. Alors c'est peut-être pas la première glaciation, on en connaît une ici, plus ancienne, qui est à 2,9,
qu'on appelle la glaciation Pongola, hein, donc on trouve des dépôts glaciaires dans ce qu'on appelle des diamictites. Hein, les gens du précambrien appellent ça des diamictites. C'est pas un très bon terme, il faudrait mieux appeler ça des tilites, donc des moraines consolidées en un mot. On en trouve ici à 2,9 en Afrique du Sud, ce serait la première glaciation. Mais on trouve aussi une glaciation bien autour de 2,5. C'est ce qu'on a appelé la glaciation huronienne, hein, puisqu'elle est bien développée donc, dans le nord de l'Amérique du Nord, là où vivaient les Indiens Hurons. Et là, on trouve des dépôts glaciaires, G1, G2, G3. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en dessous de ces dépôts glaciaires, on trouve de la pyrite. Au-dessus de ces dépôts glaciaires, on trouve de l'hématite. Ça veut dire que ça s'est bien produit de manière plus ou moins contemporaine avec le grand événement d'oxydation. Et donc, on attribue ces dépôts glaciaires à ce passage de l'oxygène dans l'atmosphère. Là encore, conditionnel. C'est très débattu. Hein. Certains voient des dépôts glaciaires avant le grand événement d'oxydation. Donc le lien entre les deux, évidemment, tombe. Donc c'est quelque chose qui est appelé à évoluer au cours du temps. Alors, puisqu'on est dans les dépôts glaciaires, vous les connaissez ici, hein, ce sont des tilites, donc des sédiments qui sont très hétérogranulaires, avec des blocs striés. Et puis, ce qui caractérise aussi les tilites, hein, c'est la diversité lithologique des clastes qu'on va trouver dans ces tilites. Il y a 3 critères principaux, hein, la diversité lithologique des clastes, la présence de galets striés et l'hétérogénéité granulométrique. Et puis ici, en plus, c'est facile parce qu'on a en plus le plancher glaciaire avec les cannelures qui indiquent le sens du déplacement. On peut aussi trouver dans ces dépôts glaciaires du précambrien des dropstones, c'est-à-dire des blocs qui ont été lâchés par des icebergs et qui viennent se ficher dans le sédiment. Ici, c'est une photo qui a été prise en Namibie, de même que celle-ci, où l'on trouve donc des dépôts glaciaires très importants. Et là, on est dans le néoprotérozoïque, on est dans le cryogénien. Dans le cryogénien, donc dans des périodes relativement récentes, on trouve des dépôts glaciaires à peu près partout. Voici une synthèse récente de ces dépôts glaciaires. Donc toutes les étoiles, c'est les localités où des dépôts glaciaires ont été trouvés. Vous reconnaissez d'un point de vue paléogéographique plus ou moins la Rodinia. Vous êtes familier avec ce supercontinent qui s'est formé en fait un petit peu plus tôt, vers moins 1 milliard d'années. Il n'est pas encore complètement éclaté. Mais ce qui est intéressant, c'est que, enfin ce qui est surprenant en tout cas, ce qui peut nous surprendre tous, c'est que ces continents sont situés à des basses latitudes et que malgré tout, il y a des dépôts glaciaires. Alors les dépôts glaciaires aux basses latitudes, ça existe. Si vous allez en Équateur, par exemple, vous allez trouver de la glace de montagne, des glaciers de montagne. Donc certains ont dit, bien, pour expliquer ce paradoxe, c'est en fait qu'il y avait des montagnes un petit peu partout et puis qu'il y avait des glaciers de montagne. Une autre solution, c'est la snowball. La snowball, dont vous avez certainement entendu parler, hein, qui a défrayé la chronique scientifique dans les années, au début des années 2000. Une solution, c'est donc de considérer que la planète a subi une période d'englacement total, hein, la Terre boule de neige. Et en fait, cette situation-là, du point de vue histoire des sciences, c'est assez intéressant, on la connaît depuis les années 60. Hein. Depuis les années 60, on sait qu'il y a des dépôts glaciaires dans le néoprotérozoïque, sur tous les continents, et on sait que ces continents devaient être aux basses latitudes. Puis pendant plus de 30 ans, personne n'a cherché à comprendre ce paradoxe, jusqu'à ce que Joe Kirchwink, que vous voyez ici, Joe Kirchwink, dans un petit congrès en 92, il a émis l'hypothèse de la snowballers. Et ça a été repris par un certain nombre de chercheurs. Pourquoi il a évoqué cette théorie de la snowballers? Eh bien, c'est que Joe Kirchwink, il a pu montrer, je passe tous les détails, que dans la formation Elatina, donc, qui est située en Australie méridionale, hein, du côté des Flinders Ranges, au nord d'Adélaïde, les rythmiques tidales sont associées aux dépôts glaciaires. Or, les rythmiques tidales, ça se forme au niveau de la mer. Vous ne pouvez pas former ça à 4000 mètres d'altitude. Donc, il a démontré que les glaciers atteignaient le niveau de la mer. Et on a pu le montrer à plusieurs endroits. Et donc, il a dit, il n'y a qu'une solution pour ça, c'est de considérer que la planète a été complètement englacée. Alors,
depuis, il a accumulé bien sûr un certain nombre de preuves et il a établi un scénario qui est le suivant. C'est que l'englacement aurait été provoqué par une chute de l'effet de serre, par pompage du CO2. Pourquoi on pompe le CO2? Eh bien, par le mécanisme d'altération chimique. Vous allez hydrolyser les silicates. Quand vous hydrolysez des silicates, vous pompez du CO2. C'est un mécanisme qui pompe le CO2. Et donc, les continents étant situés aux basses latitudes, à des latitudes où l'hydrolyse est très puissante, c'est là où il fait le plus chaud et où en général il y a le plus d'humidité, les continents étant situés aux basses latitudes, ce puits de CO2 a été très très efficace, ce qui fait que l'effet de serre a diminué. On a commencé à refroidir et à former des calottes au niveau des pôles. Et puis ensuite s'est mis en place quelque chose qui est absolument majeur quand on parle de glaciation, c'est la rétroaction de l'albédo. C'est-à-dire que la Terre va, puisqu'elle s'englace progressivement, va renvoyer davantage de rayonnement solaire dans l'espace et donc elle va accentuer le refroidissement. Et vous avez compris que le mécanisme va s'enchaîner et que progressivement la Terre va s'englacer totalement. Très vite, bien sûr, controverse sur cette hypothèse, comment sortir de cette terre boule de neige si réellement elle a existé. Et là, l'idée c'est que le volcanisme va fournir du CO2 à l'atmosphère. Le volcanisme n'a pas de raison de s'arrêter. Vous savez que les volcans relarguent beaucoup de CO2. Évidemment, le CO2 qui est relargué par les volcans actuellement, il est redissous dans les océans, mais si les océans sont recouverts de glace, eh bien, il y a blocage des échanges océan-atmosphère, et par conséquent, le CO2 va s'accumuler dans l'atmosphère, et à un moment donné, eh bien, l'effet de serre va réaugmenter et faire fondre cette calotte de glace. Alors, deux éléments de preuve, si on peut parler de preuve définitive, de cette snowball, c'est que très curieusement, on a vu réapparaître pendant ces épisodes de snowball des bifs. Alors ces bifs, vous voyez qu'il s'est arrêté là, on les revoit réapparaître ici, pendant ces épisodes de glaciation globale. Alors là, on ne les appelle plus des bifs, on appelle des NIF, qui sont les Neoproterozoic Iron Formation, mais ce sont des minerais de fer rubanés. Et alors ce qui est assez extraordinaire, j'ai repris cette photo dans un article de Cox ici, publié en 2013, c'est que vous avez des dropstones, des dépôts glaciaires qui viennent se ficher dans les bifs. Ce qui prouve bien la contemporanéité de cette glaciation et des bifs qui se mettent en place. Et puis, je vais vous expliquer pourquoi après. Deuxième élément intéressant, c'est qu'au-dessus de ces dépôts glaciaires néoprotérozoïques, on va trouver des roches carbonatées, qu'on appelle des capes carbonates. Capes carbonates parce qu'ils viennent recouvrir les dépôts glaciaires. On en trouve ici, c'est des photos qui ont été prises dans un article de James au Canada, et ici donc en Mauritanie, mais on en trouve absolument partout. Au-dessus des dépôts glaciaires, on trouve des carbonates. Et on a pu établir que ces carbonates s'étaient formés dans un environnement très chaud. Certains évoquent des températures de l'ordre de 50 degrés. Et donc on serait passé d'un milieu très froid à un milieu très chaud. Et ça plaît bien à Kirchwink parce que comme le CO2 s'accumule dans l'atmosphère et qu'il ne peut pas se dissoudre dans l'océan, l'effet de serre va être considérable. Et donc on a une période très chaude, marquée par ces capes carbonates, qui suit l'épisode de Snowball. Et donc le schéma final qu'il propose, c'est que... Alors j'ai pris ces diapositives sur le site qui s'appelle snowballearth.org, que je vous conseille, qui est un très bon site fiable, puisque c'est Paul Hoffman, qui est un disciple de Kirchwink qui le maintient. L'idée, c'est que pendant les épisodes de Snowball, la glace recouvre les continents et les océans. Comme l'oxygène ne peut plus se dissoudre dans l'océan, ces océans vont devenir très rapidement anoxiques, et dans des conditions anoxiques réductrices, le fer va passer en solution. Donc on va avoir un océan anoxique riche en fer, mais quand la glace va fondre, l'oxygène va pouvoir à nouveau se dissoudre dans l'océan, réagir avec le fer et former les fameux NIF, les minerais de fer rubanés qui réapparaissent alors qu'ils avaient disparu pendant plus d'1 milliard d'années. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? On va faire fondre les glaces qui sont sur les continents, le niveau de la mer va remonter, on va transgresser et on va former des
cap carbonate, dans un contexte qui cette fois-ci est devenu très chaud. Donc voilà où on en est du point de vue de cette snowball, hein, qui pour l'instant est une théorie qui tient relativement la route. Alors certains disent oui, la Terre n'était peut-être pas totalement glacée, peut-être à 80%, peut-être à 70%, etc. Toujours est-il qu'on a eu un épisode glaciaire absolument majeur à cette période-là. Je termine avec la vie très rapidement. La vie au Précambrien, beaucoup de choses ont été publiées sur des objets dont on pense qu'ils ont une origine biogénique. Souvent, ce qu'on utilise comme critère, c'est la morphologie, bien sûr, hein, des choses comme ça qui... alors, cette planche ici, que j'ai reprise de Schopf, elle est un peu trompeuse, hein, parce que ça c'est le vrai objet et ça c'est l'interprétation. On a tendance à voir que l'interprétation, on se dit bah ouais, c'est segmenté, etc., c'est vivant. Cette chose-là, qui a été vendue comme du vivant par Schopf, a été extrêmement contestée, en particulier par Brasier. Il y a des polémiques par articles interposés qui sont assez fréquents. Enfin, ça va s'arrêter puisque Brasier est décédé malheureusement. Mais ces choses-là sont extrêmement controversées. Ce sont des traces qui ont été trouvées dans des formations qui ont à peu près 3,4 milliards d'années, hein, toujours en Australie occidentale. Alors, il y a la morphologie qui intervient. On travaille, enfin, les gens qui travaillent là-dessus mesurent aussi le delta C13. Vous savez que dans la matière organique, le delta C13 est très négatif en général. Donc, on fait des mesures de delta C13. Alors, il se trouve que les delta C13 ici sont très négatifs. Donc, ça suggère du biogénique, mais d'autres diront que certains mécanismes métamorphiques peuvent aussi entraîner des anomalies négatives de delta C13. Par conséquent, la discussion est ouverte. Sur l'origine biologique ou non de ces organismes. Je n'ai pas multiplié les exemples, mais il y en a beaucoup. Ce qui est plus solide, si je puis dire, c'est au cours du Précambrien, la présence de ce qu'on appelle des acritarches. Alors les acritarches, on ne sait pas trop ce que c'est. En fait, ça regroupe certainement des organismes, voire des organites de différents groupes. Toujours est-il qu'on les trouve... et leur origine biogène est là à tester. Hein. Il y a des parois cellulaires, parfois des doubles parois, etc. Ça pourrait être des formes d'enquistement. Certains ont rapproché ça de certains dinoflagellés, par exemple. Mais vraisemblablement, il y a plusieurs organismes qui sont à l'origine de ces structures. Ils existent depuis la base du protérozoïque, hein, et ils se sont diversifiés. Au cours du méso et du néoprotérozoïque, ils ont subi une chute de diversification énorme au moment de la snowball, si la snowball a existé. Et puis on les connaît encore dans le phanérozoïque, bien sûr. Donc ces acritarches sont très présents donc, dans le registre fossile de ces périodes très reculées. Vous connaissez probablement ces photos de ce qu'entre nous on appelle les fossiles d'Abder. Donc c'est des objets qui ont été découverts par Abderrazak El-Albani dans le Francevillien du Gabon, hein, qui sont des formations d'un bassin sédimentaire très peu déformé, situé au Gabon, et dans lesquels on trouve ces objets qui sont des objets en fait pyritisés, hein, c'est de la pyrite, qui ont été observés avec différents types de méthodes et qui suggèrent l'existence de feuillets qui sont interprétés comme étant des objets biologiques qui correspondraient à des colonies de prokaryotes. Hein. Mais là encore, l'identification précise de ces objets-là n'est pas définitive. Hein. Il faut savoir que ces objets, en réalité, sont associés à beaucoup d'autres structures au sein sédimentaires, au sein de ces dépôts francevilliens. Et donc il y a des études qui sont encore en cours, hein, suite à la publication parue dans Nature en 2010, sur ces objets probablement fossiles du francevillien. D'autres fossiles qui ont été trouvés, qui sont très anciens, donc ici dans le protérozoïque, vous avez des objets qui correspondent vraisemblablement ici à des eucaryotes, Grippania spiralis ou Rhodystia williamsi, qui sont donc ici, hein, qui sont d'âge protérozoïque. Et puis cet objet que
vous connaissez probablement, hein, qui correspond donc en Bagiomorpha pubescens, qui sont des filaments algaires. Ce serait rattaché à des algues rouges, et ce serait le premier organisme qui présenterait une reproduction sexuée. C'est-à-dire que d'après les auteurs, celui qui a travaillé le plus sur ces objets, c'est donc Butterfield, il y aurait des éléments qui permettraient de suggérer donc une reproduction sexuée de ces filaments algaires. Vous avez vu l'échelle, hein, ici 0,2 mm, donc c'est vraiment extrêmement petit, hein, comme objet. Vous connaissez tous naturellement la faune des Ediacara, mais là on a fait un bond dans le temps. On est arrivé donc à l'Ediacarien, hein, c'est-à-dire au dernier système du protérozoïque. On est au-dessus du cryogénien. Ediacara, donc, qui est situé, donc, vous le savez, en Australie méridionale, dans les Flinders Ranges, avec tout un tas de fossiles qui sont très bien préservés, et c'est d'autant plus surprenant que ces objets étaient présentés des parties molles. Hein. Déjà, c'est assez rare dans le registre fossile, mais ici, ils sont particulièrement bien préservés, et des reconstitutions de leur environnement ont pu être proposées. Donc une très grande diversité d'une faune de métazoaires qu'on appelle aussi les vendobiontes, hein, qui n'ont pas laissé apparemment de descendance. Je dis bien apparemment parce qu'il y a un certain nombre de personnes discutent. Alors il faut savoir que la faune des Ediacara, elle n'est pas trouvée qu'à Ediacara. On connaît à peu près 40 gisements, hein, de cette faune, et que au sein de cette faune d'Ediacara, on a pu identifier 3 types d'assemblages. Hein. Un assemblage qui caractérise ici Terre-Neuve, ce qu'on appelle l'assemblage Avalon, ce qu'on appelle l'assemblage White Sea, donc qui caractérise les zones russes, mais aussi Ediacara, et puis l'assemblage Nama, qui est caractéristique de la Namibie. Hein. Certains y voient la mise en place de diverses faunes au cours du temps, hein, avec peut-être des processus évolutifs au sein de cette faune, qui quand même couvre ici, vous le voyez, une période de temps de plusieurs dizaines de millions d'années. Hein. Donc, autrefois, on avait une vision un petit peu Ediacara, c'est un Ediacara en Australie. En fait, c'est une faune qui est répartie sur différentes zones et qui fait l'objet d'études encore actuellement, donc, sur les processus évolutifs au sein de cette faune particulière qui n'aurait pas laissé de descendants. Quelques éléments synthétiques ici sur l'évolution. Hein. J'ai remis les plus anciens stromatolites vers 3,5, 3,7, ici quelque part. Là encore une fois, peut-être qu'ils ont existé avant le bombardement météoritique tardif, mais ils n'ont pas survécu à ce bombardement. C'est pas impossible, hein. Certains pensent que la vie a pu se développer pendant l'AD1, mais qu'elle a été complètement éradiquée par ce bombardement météoritique tardif. Toujours est-il qu'on trouve ces plus anciens stromatolites donc, dans ce secteur. Les premiers eucaryotes, l'idée c'est que on ne sait pas trop exactement où est-ce qu'ils s'enracinent. Hein. Pour l'instant, ils sont autour de 2 milliards d'années ici, mais peut-être un peu plus anciens. Les premiers métazoaires, on a vu la faune des Ediacara, hein, qui est ici, hein, qui se met en place. Les premières traces de calcification, elles apparaissent à l'extrême fin du précambrien. Les traces de locomotion et la bioturbation apparaissent également à l'extrême fin du précambrien. On a trouvé récemment, par exemple, des traces de bioturbation dans le Briovérien, hein, c'est-à-dire en France, chez nous. Didier Ken en parlera certainement cet après-midi, mais on trouve des traces de locomotion. Et d'ailleurs, on met la limite précambrien-cambrien aux premières traces de bioturbation, non pas horizontale, mais verticale. Hein. Donc, on a une limite qui est marquée ici. On trouve les premières traces de prédation, non pas dans le précambrien, mais dans le cambrien. Et puis ensuite, ici, vous avez bien sûr la biodiversité avec les grandes coupures que vous connaissez par ailleurs. Pour terminer, je vous ai résumé ici sur cette diapositive un certain nombre de grands événements qui ont marqué donc l'évolution au cours du précambrien, depuis la phase d'accrétion, la formation de la Lune, les zircons de Jack Hills, donc les minéraux les plus anciens de notre planète, les plus vieilles roches, les gneiss d'Acasta, le bombardement météoritique tardif, etc. Les principaux supercontinents, les principales glaciations qui se sont déroulées,
Et puis ici les processus de subduction relayés par la tectonique des plaques. Et puis ici quelques éléments sur l'évolution biologique au cours de ce précambrien. Voilà, et puis si vous voulez en savoir plus, eh bien, je vous suggère de lire cet ouvrage qui s'appelle L'environnement de la Terre primitive, que vous connaissez peut-être, et puis celui-ci peut-être qui s'appelle Le Précambrien, 4 milliards d'années d'histoire de la Terre.